Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Deux sujets de politique internationale et un accident de la route font ce matin les grands titres de l'actualité. La politique internationale, c'est d'une part le traité germano-soviétique signé hier à Moscou par le chancelier Brandt et par M. Kosygin. C'est aussi le Moyen-Orient avec l'installation aujourd'hui près du canal de Suez de nouvelles rampes de lancement de fusées SAM 2 et SAM 3. Enfin, l'accident de la route, troisième titre de cette actualité aujourd'hui, c'est celui dont a été victime hier après-midi Mme Jacques Chaban-Delmas, la femme du Premier ministre. Mais revenons, si vous le voulez bien, à la politique internationale. Ce matin, la plupart des journaux, vous allez voir sur vos écrans la presse parisienne du matin, donc la plupart des journaux consacrent leur première page aux commentaires et aux réactions qui ont suivi la signature hier à Moscou du traité germano-soviétique. Hier après-midi, le chancelier Brandt, après avoir signé donc ce traité, s'est entretenu pendant près de 4 heures avec M. Brejnev. Et ce matin, il a eu de nouvelles conversations, cette fois avec M. Kosygin. Et la délégation allemande au grand complet doit regagner la capitale fédérale cet après-midi. C'est d'ailleurs à l'issue de cet entretien de ce matin avec M. Kosygin que le président du Conseil soviétique a accepté officiellement l'invitation qui lui avait été faite par le chancelier Brandt de se rendre prochainement en Allemagne de l'Ouest à une date qui n'est pas encore connue et qui sera fixée par les voies diplomatiques habituelles. Les réactions et les commentaires, je vous l'ai dit, sont très nombreux ce matin, parfois contradictoires si l'on regarde par exemple les grands titres de la presse allemande. Mais dans l'ensemble, il faut le dire, on souligne à Bonn comme à Moscou l'importance historique de ce traité. Hier soir, à l'issue du dîner qui était offert en son honneur, le chancelier Brandt a déclaré « L'histoire ne peut être refaite, mais elle ne doit pas devenir un fardeau qui nous empêche de nous évader du passé ». À Moscou, notre correspondant permanent, Victor Vrament, a rencontré deux journalistes, un journaliste allemand et un journaliste soviétique. Il leur a demandé ce qu'ils pensaient de ce traité et quelles seraient ses conséquences pour la politique d'ouverture à l'Est de M. Brandt. Écoutez leur réponse. Est-ce que vous pensez que dans un avenir plus ou moins éloigné, l'Allemagne fédérale va établir des relations diplomatiques avec les autres pays socialistes et pourquoi pas un jour avec l'Allemagne orientale, celle de Walter Ulbricht? En ce qui concerne la Pologne, il est à prévoir qu'un traité germano-polonais sera conclu et ratifié cette année, peut-être avant même encore de la ratification du présent traité germano-soviétique. En ce qui concerne les autres pays socialistes avec lesquels nous n'avons pas encore des rapports de coopération, notamment la Tchécoslovaquie et la Hongrie, je pense que ça prendra un peu plus de temps, mais vous savez que le chancelier Brandt a déjà annoncé son intention d'ouvrir une discussion en vue d'une future négociation avec la Tchécoslovaquie. En ce qui concerne l'Allemagne orientale ou la République démocratique allemande, comme vous voulez, je pense que les négociations vont reprendre cet automne ou plus tard pendant l'hiver prochain. Je pense que pour cela, la conclusion de ce traité de Moscou, si vous voulez, sera très important parce que ce sera une condition préalable étant donné ce qui s'est passé à Erfurt et puis à Kassel. Pensez-vous que le chancelier Willy Brandt ira jusqu'à établir des relations diplomatiques avec les autres pays socialistes et pourquoi pas un jour avec également l'Allemagne orientale, l'Allemagne de l'Est, celle de M. Walter Ulbricht? Je suis sûr qu'après ce traité, la situation diplomatique, la situation internationale de la République démocratique allemande sera renforcée. Et nous allons assister sans doute à l'établissement des rapports diplomatiques entre le Berlin et beaucoup d'autres pays. Et je suggère aussi l'entrée dans l'Organisation des Nations Unies des deux Allemands. Pensez-vous qu'il est possible pour Moscou de pratiquer en même temps une coopération avec la France et une coopération avec l'Allemagne fédérale? Notre marché est assez vaste et il est ouvert pour tous les pays qui veulent collaborer avec l'économie soviétique. Et surtout, nous allons conserver la France comme un des principaux partenaires économiques. Un problème délicat reste pourtant en suspens entre les Allemands et les Soviétiques. Je veux parler du problème de Berlin. C'est d'ailleurs aujourd'hui, 13 août, le 9e anniversaire du mur de Berlin, cet ouvrage qui coupe l'ancienne capitale du Reich en deux. C'est en effet dans la nuit du 12 ou 13 août 1961 que les terrassiers élevaient entre les secteurs occidentaux et le secteur soviétique un mur qui devait s'appeler quelque temps plus tard le mur de la honte.
Deuxième titre de l'actualité internationale aujourd'hui, le Moyen-Orient, avec une information qui peut compromettre, avant même qu'elle ne démarre, la mission de bons offices de M. Gunnar Yaring. Cette information, diffusée mercredi soir par la radio israélienne, rapporte en effet que les Égyptiens ont avancé de 20 à 30 km en direction du canal de Suez les rampes de lancement de leurs fusées SAM-2 et SAM-3, des fusées sol-air qui détruisent les avions israéliens, des fusées de fabrication soviétique. À Tel Aviv, le gouvernement de Mme Golda Meir estime que cette initiative égyptienne est une violation du cessez-le-feu et que dans ces conditions, son gouvernement est en droit de refuser purement et simplement les négociations indirectes avec les Arabes que M. Gunnar Yaring prépare en ce moment à New York, aux Nations Unies. C'est une affaire assez sérieuse, vous le voyez, dont on aura peut-être des détails supplémentaires cet après-midi, puisque le ministre israélien des Affaires étrangères, M. Abba Eban, doit tenir une conférence de presse au cours de laquelle il dira quelle est l'attitude qu'entend adopter son pays à la suite de ces révélations. Nous changeons de sujet à présent, puisqu'un certain nombre d'entre vous s'apprêtent sans doute ce soir, demain, voire même après-demain, à prendre la route à l'occasion du week-end du 15 août. À chaque fois, en pareille occasion, vous le savez, la radio ou la télévision vous rappellent à la prudence pour vous éviter d'être les victimes de ces accidents de la route qui sont un véritable fléau national. Ce qualificatif, ce terme de fléau national, c'est le Premier ministre lui-même qui l'avait prononcé l'année dernière, le 4 décembre, je crois, en lançant la croisade anti-accident. Et hier après-midi, M. Chaban-Delmas a été frappé, lui aussi à son tour, par un drame de la route, à l'origine duquel on trouve l'imprudence d'un conducteur. Un drame de la route au cours de laquelle sa femme devait trouver la mort. De Bordeaux, un reportage de notre station régionale. C'est sur la Nationale 10, dans la côte dangereuse, dite de la Croix des Bouquets, sur le territoire de la commune du Rugne, à quelques kilomètres de la frontière franco-espagnole, dans les Pyrénées-Atlantiques, que s'est produit l'accident qui a coûté la vie à Mme Chaban-Delmas hier après-midi. La reconstitution a eu lieu dans la nuit. Une animation de notre camarade Pierre Couteau nous aidera à comprendre ce qui s'est passé. La déesse dans laquelle ont pris place l'épouse du Premier ministre et son fils croisent une file de voitures qu'entreprend de doubler à vive allure et en franchissant la ligne médiane une Ami 6. Voulant éviter la collision, le chauffeur de Mme Chaban-Delmas donne un coup de volant, dérape, heurte un arbre puis un deuxième avant de s'immobiliser. L'autre voiture ne s'arrête pas, son chauffeur est toujours recherché. Mme Chaban-Delmas est assise au moment du choc sur la banquette arrière, à droite, à l'endroit du véhicule qui percute le platane. Souffrant d'une fracture ouverte à la jambe droite et de contusions multiples, elle est transportée immédiatement dans une clinique de Saint-Jean-de-Luz. Elle devait y décéder peu après d'une lésion du bulbe rachidien. Dès qu'il a appris la nouvelle, le Premier ministre a quitté Matignon pour la côte basque. Après s'être longuement recueilli devant la dépouille mortelle de sa femme, il s'est rendu dans sa propriété voisine où le corps a été transporté. Les obsèques de Mme Chaban-Delmas seront célébrées demain dans la plus stricte intimité. À la limite maintenant de la politique et de l'information générale, l'épilogue du procès des 7 Palestiniens accusés et condamnés par le tribunal d'Athènes pour avoir commis entre le 26 décembre 1968 et le 21 décembre 1969, au cours de 3 attaques différentes, des attentats contre des avions ou des bureaux de la compagnie aérienne israélienne El Al. Ces 7 Palestiniens ont été remis en liberté ce matin par le gouvernement grec, qui a donc respecté ainsi son engagement vis-à-vis d'un autre commando palestinien qui avait kidnappé le 22 juillet dernier, souvenez-vous, un Boeing d'une compagnie grecque, la compagnie Olympic Airways. Ce Boeing avait 45 passagers et 9 membres d'équipage à bord, et en échange de l'avis des passagers, le gouvernement grec s'était engagé à libérer puis ensuite à expulser les 7 Palestiniens. C'est donc chose faite depuis ce matin, puisque les 7 Palestiniens sont arrivés au Caire. Aux États-Unis, un rapport publié par M. Hoover, le directeur de la police américaine, le FBI, précise que la criminalité aux États-Unis a accusé une augmentation, écoutez bien, de 148% au cours des 10 dernières années. Et il est plus que probable que dans ce rapport de M. Hoover figure l'affaire Manson, l'affaire Charles Manson, qui a connu aujourd'hui un élément nouveau. Le procès Manson continue, hallucinant dans cette salle d'audience où l'on ne craint pas de raconter froidement comment l'on peut se faire mal au poignet en plantant un couteau dans le corps d'un homme. Linda Kasabian, le témoin à charge du procès, a quitté la prison de femmes où elle était détenue pour résider dans un hôtel à la disposition du tribunal. L'impunité lui avait été promise à condition qu'elle fasse le récit des 2 nuits tragiques d'août 1969. Après 13 jours de déposition, elle a dit qu'elle ne pensait plus que Manson soit Jésus-Christ, mais qu'il s'agissait plutôt d'un démon à visage humain. Mais elle a
Un fait divers à présent qu'il est bien difficile, vous allez le voir, de classer à la rubrique logement. Cela se passe à Gouvieux, à 4 km de Chantilly, au nord de Paris. Une famille venue des Ardennes s'installe dans ce que l'on pourrait appeler un garni. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de gaz et il n'y a pas d'électricité. Le loyer, il est de 150 francs par mois. Monsieur Tyran, le chef de famille, tombe gravement malade, il ne peut plus payer son loyer et le propriétaire, sans se soucier des conséquences de son geste, retire purement et simplement le toit de la maisonnette. D'Amiens, une enquête de Michel Havès et de Bernard. Votre loyer pratiquement depuis que vous êtes arrivé, puisque vous n'avez pas de ressources, et votre propriétaire vous a menacé. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous a envoyé un huissier, non? Non, 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 il nous a menacés. C'est-à-dire que lundi, quand je suis rentrée de chez ma belle-mère qui était malade, qui n'était pas trop bien quand j'y avais été, j'ai trouvé, ma voisine m'avait averti, j'ai trouvé un morceau de papier à la porte et il avait, par le fait, rentré par l'autre porte. Comment il a fait, j'en sais rien. Donc il était rentré chez vous? Oui, oui, et il s'est permis d'emmener le gaz qui était là, que je me suis retrouvée sans rien pour les enfants. Et votre pavillon, si l'on peut dire, était fermé à clé, bien sûr? Ah oui, oui, tout était fermé à clé. Je pourrais vous montrer cette porte là-bas, elle ferme à clé de l'intérieur, c'est moi qui la ferme, c'est un système à nous, que mon mari a refait, et celle-ci, elle ferme avec une clé. Alors quand vous avez vu ça, qu'est-ce que vous avez fait? J'étais le trouver chez lui avec ma grande Corinne, et il m'a répondu qu'il s'en fichait, que lui, il avait été trop bon, qu'il avait été généreux, qu'il en avait marre, et que pour lui, c'était fini, qu'il cassait la toiture samedi. Je lui ai dit, mais nous serons dedans, et mon mari rentre mercredi. Il m'a répondu qu'il s'en foutait. Je lui ai dit ce que mon mari avait, il m'a répondu qu'il s'en foutait pas mal, ça l'a laissé exactement, je vous assure, de glace. Alors samedi, il est venu avec des hommes pour démonter la toiture? Ils sont venus, lui, le propriétaire, et un autre. Et vous n'avez rien pu faire pour l'en empêcher, bien Non, entendu? la seule chose que j'ai fait, qui était à faire, parce que j'étais conseillée, c'est d'aller voir le docteur qui est venu la veille voir mon mari. Et lui a téléphoné au maire et le maire est monté avec l'adjoint. Le maire, il a eu la chance que je n'étais pas habillée à midi parce que j'aurais dû casser le morceau, moi. Bon, alors vous ne reconnaissez pas ces personnes comme vous? Je ne reconnais absolument rien. Ils sont chez moi sans mon assentiment. Alors qu'est-ce que vous avez l'intention de faire maintenant? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant? Mon mari est parti à la gendarmerie ce soir. Il était convoqué à la gendarmerie aujourd'hui. Personnellement, ma réaction a été tout de suite de les secourir. Il est absolument inadmissible qu'une personne sans argent, sans rien, est vraiment dans la misère et dans le... J'appelle ça pas un garni, un taudis. J'appelle ça un taudis, puisse vivre et puis qu'on puisse enlever les toits jusqu'à ce point-là. C'est vraiment inhumain, c'est immonde. Vous habitez ce pays, monsieur, et donc vous êtes en contact permanent avec la population. Est-ce que vous croyez que toute la population a été touchée, choquée par cette affaire? Je crois. Si vous voulez, dimanche dernier, il y a eu quand même, quand j'en ai parlé à droite et à gauche, tout de suite, il y a eu les réactions de dire non mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe, qui sait, ils n'étaient pas beaucoup connus, ça faisait que 6 mois qu'ils étaient là, qui sait, et je crois qu'il y a eu quand même un élan de solidarité. Un fait divers en effet particulièrement regrettable, surtout en 1970. Au début de la semaine dernière, vous vous en souvenez peut-être, mardi et mercredi dernier, très exactement, une tornade balayait le sud-ouest, faisant plusieurs victimes et causant d'importants dégâts. Depuis, les travaux de réfection et de réparation ont été très vite, et depuis, le passage du cyclone n'est plus qu'un mauvais souvenir. D'ailleurs, pour vous en convaincre, je vous propose de regarder les quelques images qui vont suivre. Elles ont été tournées à Arcachon par nos camarades de la station régionale de Bordeaux. Vous allez le voir, Arcachon est fin prêt pour vous accueillir si jamais vous décidez d'aller y passer le week-end du 15 août. Après la violente et soudaine tornade qui a balayé le 4 août dernier une partie de la côte atlantique comprise entre Biarritz et l'embouchure de la Gironde, la vie estivale a repris son cours normal. Témoin les fêtes nautiques qui ont animé ces derniers jours Port-Maguide et Le Canon, deux stations balnéaires du bassin. La saison bat son plein également à Arcachon et Andernos, où hôtels et pensions affichent complet. Quant aux plages, elles sont de nouveau envahies par les touristes en quête de soleil, touristes qui pour la plupart sont arrivés au début du mois et ont essuyé la tempête. Les sports maintenant avec Michel Drucker. La première journée du championnat de France de football s'est terminée, je crois, par une surprise de taille. Oui, une surprise de taille, c'est intéressant, c'est une bonne chose au début de ce championnat. Cela annonce peut-être un championnat plus serré et plus spectaculaire que l'année dernière. Cette surprise, c'est la défaite, vous le savez peut-être, du champion de France Saint-Étienne qui était battu chez lui, sur son terrain à Saint-Étienne,
par Nantes. C'était un peu la revanche car les Nantais n'avaient pas digéré leur sévère défaite de la Coupe de France. Ils avaient encaissé un 5-0 sans appel en finale. Là, ils ont gagné 3-2 et pourtant ils étaient menés 2-0 par les champions de France après 33 minutes de jeu. Je vous propose d'ailleurs de voir tout de suite des extraits de ce match qui était le match vedette de cette première soirée de championnat. Nos camarades de la station de Lyon étaient sur place. Ils nous ont envoyé quelques images que Bernard Sauger va nous commenter. Ensuite, nous irons à Rennes pour le match Rennes-Reims. Écoutons d'abord Bernard Sauger. Les 15 000 spectateurs du stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne n'en sont pas encore revenus. Les Stéphanois avaient marqué à la première minute, ici par Keita, devant les Nantais, à gauche, en maillot clair, pour ce premier match de championnat. On reprenait les bonnes habitudes de la saison dernière, en somme. La domination continuait tranquillement, et à la 33e minute, Saint-Étienne augmentait son avance, encore grâce à Keita, qui d'un mètre shoot des 25 mètres battait Fouché. Mais Nantes ne l'entendait pas ainsi et allait se rebiffer. Les joueurs d'Aribas passaient à la vitesse supérieure, et à la 37e minute, ils réduisaient le score par l'ailier gauche Audiger, un joueur qui opérait la saison dernière en honneur. Les champions de France ne prenaient pas la situation au tragique et jouaient avec sérénité, trop sans doute, car 2 minutes plus tard, Nantes égalisait. Gondet, ici, battait Carnus, 2-2, c'était le score à la mi-temps. Et maintenant, suivez bien cette action. Blanchet donne à Michel, centre, déviation de Gondet sur Audiger, passe en retrait à Arribas, qui donne à Gondet, et un tir, c'est le 3e but, celui de la victoire des Nantais sur le champion sortant, qui ne pourra jamais égaliser. Saint-Étienne ne dominera peut-être pas le championnat comme l'an dernier. De France de football professionnel, les spectateurs rennais avaient répondu présent à l'appel des dirigeants du stade puisqu'ils furent plus de 13 000 à franchir les portes pour assister au choc Rennes-Reims. Les Rennais jouent en maillot foncé à gauche sur votre écran, les Rémois en clair à droite. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la déception se lira progressivement sur les visages des spectateurs au fil des minutes. Pourtant, dès les premières minutes, les Rennais se montreront entreprenants, notamment sur un essai de Lenoir bien servi par Rodi Guéraud. Cette alerte allait revigorer les Rémois qui présentaient hier soir une équipe homogène, encouragée sur le banc de la touche par Raymond Coppa, leur futur équipier puisqu'il vient de signer une licence pro à Reims. Une équipe rémoise homogène donc, où l'on note des éléments sûrs, tels que Herbet, Krakzik et l'ailier gauche Kudzowski, fort bien encadrés par Gallic et Daki. C'est à la 55e minute du match que nous allions assister à la plus belle action. Elle sera d'ailleurs à l'actif des Champenois, qui ratèrent de peu l'occasion d'emporter la décision. Sur un tir de Herbet, Aubourg détournera la balle, celle-ci frappera la transversale des buts rennais pour sortir de peu en corner. Les Rennais réagiront immédiatement, tentant de forcer le mur rémois. Il s'agit bien d'un mur, puisqu'on en comptera pas moins de 9 Rémois en défense pendant les 3/4 du match. Le résultat nul 0-0 sera finalement le reflet du match. Les attaquants ont eu d'un côté comme de l'autre des occasions de but, ils n'ont pas marqué, les défenses rémoises et rennaises étant intraitables. Les spectateurs furent assez déçus de la prestation de leur équipe favorite. Il ne faut sans doute pas trop demander pour un premier match. Un point noir cependant pour le Stade Rennais qu'il faut résoudre. Il s'agit du trio Garcia, Keruzoré, Betta, un trio qui se cherche et cherche sa place sur le terrain, puisse-t-il la trouver rapidement. Quant à l'équipe rémoise, nous avons vu hier soir une belle équipe capable de tenir sa place dans l'élite du football français. Merci. Les autres résultats de cette première soirée du championnat de France. Marseille a battu Strasbourg à Strasbourg. C'est une bonne performance. Il faudra suivre Marseille cette saison. 2-1 pour Marseille. Sochaux bat Bordeaux à Bordeaux 2-1. Tous les autres clubs ont gagné chez eux. C'est-à-dire Ajaccio 5-0 devant Nancy. C'est le plus gros score de la soirée. Nice 2-0 devant Lyon. Sedan 6-2 devant Angers, encore un gros score. Nîmes qui a battu Angoulême 3-1. Metz 1-0 devant Bastia. Et le Red Star qui a battu Valenciennes 3-2. Et pour se maintenir en forme, les joueurs du Red Star vont disputer 2 matchs à l'occasion du week-end du 15 août. Demain à 20h30, ils rencontrent Paris Saint-Germain. Et lundi 17, ils jouent contre Legia de Varsovie, champion de Pologne, demi-finaliste, vous savez, de la Coupe d'Europe. Les Polonais de Varsovie ont éliminé, vous en souvenez sans doute, Saint-Étienne. Si vous êtes à Paris, si vous aimez le football, voilà 2 rencontres intéressantes. Cyclisme, championnat du monde. Hier soir à Leicester ont été décernés les derniers titres sur la piste. Ce sont maintenant les routiers amateurs et professionnels qui vont avoir la vedette. Parmi les finales les plus spectaculaires de la soirée, la finale vitesse professionnelle qui opposa la grande révélation de ces championnats, O'Brien, l'Australien, Johnson plus exactement, et non pas O'Brien, Johnson qui rencontrait Santé Gagliardini.
L'Australien Johnson, vedette de ces championnats, avait déjà créé la surprise en éliminant Damiano, un autre grand champion du sprint italien. On pensait que Johnson s'arrêterait là, mais c'était mal connaître les immenses possibilités de ce nouveau venu à la piste. Regardez, il est là en tête dans la deuxième manche de la finale, il a le bras gauche bandé, souvenir d'une récente et fantastique cabriole. Voilà, Gagliardini est parti, on pense que Johnson est battu, il a 3 longueurs de retard à 200 mètres, mais regardez ce rush fantastique d'une puissance inouïe. Et à 20 mètres de la ligne, Johnson bat Gagliardini, il lève même le bras avant d'avoir franchi la ligne. Johnson, 23 ans, il est encore amateur il y a 8 jours, il n'avait pas été impressionné, vous le voyez, par Gagliardini qui est sur la brèche depuis 10 ans. Nous allons d'ailleurs revoir ce rush au ralenti. Johnson qui s'était révélé au jeu du Commonwealth, inconnu en Europe il y a 15 jours, champion du monde de vitesse professionnelle maintenant, et il sonne le glas des sprints italiens, notamment Damiano, Turini, Mastès, Gagliardini. Regardez ce sprint au ralenti, ça vaut la peine. Gagliardini est en deuxième position, il part de très loin, il a plongé à la corde. Johnson est surpris, et je le répète, il a 3 bonnes longueurs de retard à 250 mètres de la ligne, c'est très rare, car ça va très vite, c'est très très rare de voir un garçon revenir avec son handicap de 3 mètres à 200 mètres du fil. Regardez la puissance des reins de Johnson, ici en deuxième position, qui va surgir dans le virage, et Gagliardini ne pourra rien malgré ses 10 ans d'expérience. Voilà, il y avait Maspes, je vous l'ai dit, il y avait Turini, il y avait Damiano, il y avait Gagliardini, il y a maintenant un Australien. Gordon Johnson, 23 ans, professionnel depuis 8 jours. Une entrée fracassante dans les rangs des professionnels. Sûr de lui, il lève le bras alors qu'il y a encore 10 mètres à faire. C'est une très belle victoire. Gagliardini est battu. On reparlera de Gordon Johnson. Aujourd'hui à Leicester, épreuve 100 km contre la montre, reportage de nos envoyés spéciaux, Jean-Michel Lelieu, Richard Dio, ce soir vers 22h sur la première chaîne. Cyclisme toujours, la course Paris-Luxembourg arrive ce soir à Luxembourg, elle se terminera vraisemblablement par un triomphe des Belges qui occupent les 3 premières places du classement général avec Eric de Vlaminck, Reybrock et Verbeek dans l'ordre. Hier c'est Altig, l'Allemand Rudi Altig qui a gagné chez lui à Cologne. Athlétisme, Jean Vadou a finalement accepté de disputer la finale de la Coupe d'Europe à Stockholm, en Suède, à la fin du mois, mais cela sans conviction et sans ambition. Vadou, fatigué, hors de forme, considère que sa saison est terminée. Robert Bobin l'a tout de même persuadé d'aller à Stockholm. Espérons que la forme reviendra, car nous aurons bien besoin de Vadou sur 1500 et sur 5000. Merci Michel. La rubrique, le premier sujet de notre rubrique féminine s'adresse d'ailleurs aujourd'hui paradoxalement aux messieurs, puisque France Guirité, vous allez nous faire connaître des gens bien agréables, je veux parler des mannequins. Oui, en effet, on les connaît, vous les connaissez pour les avoir vus dans vos magazines, pour les avoir vus présenter la mode de la saison prochaine. Beaucoup d'étrangères parmi les Françaises, des Américaines, des Anglaises, des Allemandes, des Suédoises. Et Christiane Delacroix est allée sur la trace de 2 d'entre elles pour savoir qui elles étaient et pourquoi pas comment elles passaient leurs loisirs et leurs vacances. Elle s'appelle Christa, Anna Karin. Vous avez vu leur visage dans les magazines, aux pages réservées à la mode. 2 Suédoises, 19 et 20 ans, qui ont choisi Paris et y sont devenues mannequins. Leur métier veut qu'elles passent des heures entières sous la lumière et la chaleur des sunlights. Mais pour être en forme et garder leur bonne humeur, elles ont un secret. À défaut de vacances, pour leur équilibre, dès qu'elles disposent de 48 heures de détente, elles fuient la ville et elles deviennent de vraies filles de la montagne, aimant le sport pour le sport. Justine, Anna Karin, vous êtes toutes les 2 venues de Suède pour être mannequin à Paris. Oui. Pourquoi ce métier? Parce que plus tard, je vais être entrepreneur. Et comme ça, je peux enfoncer quand je suis ici et je gagne ma vie. Oui. Tandis que vous êtes mannequin de profession. Oui. Et je fais du travail à Paris. Et j'aime beaucoup habiter à Paris un peu parce que c'est différent en Suède. Actuellement, vous pensez aux vacances, vous êtes comme beaucoup, vous pensez aux vacances, mais vous avez des vacances un peu spéciales qui vous changent totalement de votre métier. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Nous faisons des alpinistes à la montagne. Pourquoi de l'alpinisme? Parce que j'ai toujours aimé la nature et les montagnes, ça est grand, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais je suis venue là-bas avec mes amis et j'ai fait du grimper. Enfin, elles arrivent, elles admirent. Et elles admirent avant de se lancer à l'assaut des premiers sommets. Car ce qui les attend, c'est l'escalade.
Est-ce que vous connaissez la peur? Oui, je connaissais la peur, mais quand j'ai grimpé, je concentrais beaucoup pour trouver des petites frisques. Et quand je grimpais, parce que si je ne trouve pas, je peut-être tombe. À côté de l'alpinisme et de ses périls, les plaisirs du sabotier viennent à propos pour procurer à Anna-Karine et à son ami un repos bien mérité. Quant à leur métier, il semble qu'elles l'oublient totalement pendant ces trop courtes périodes de détente. Mais au fond, Chasti, qui êtes-vous? Êtes-vous une gravure de mode ou êtes-vous une fille de la nature? Dans mon métier, je vais être une femme qui est amusante et différente. Et les choses que j'aime dans la vie, c'est des choses qui sont simples et vraies. Alors, bonnes vacances. Chaque année, au début du mois d'août, c'est le rendez-vous des Celtes et des Amis des Celtes à Brest pour le festival de la cornemuse. Ce festival, cette année, a été remplacé par le Festival international celtique, d'une organisation un peu différente, mais néanmoins avec cornemuse et défilé. Et ce, pour la plus grande joie des estivants. La cornemuse constitue une vaste famille instrumentale, et à partir du Moyen-Âge, les figurations de cornemuse sont nombreuses dans l'art occidental. C'était l'instrument des ménétriers, les musiciens ambulants. Ils prenaient part aux réjouissances villageoises comme aux festins de cour, aux cortèges comme aux défilés militaires. Et ce festival, vous le voyez, a remporté un triomphe dans les rues de Brest. Bien, eh bien, nous passons tout de suite à la bourse et nous rejoignons Michel Tardieu. Mais les boursiers n'ont pas le souffle de vos joueurs de cornemuse et le volume des transactions reste très faible. Hier, la séance avait été en s'améliorant de l'ouverture à la clôture. Il en sera peut-être de même aujourd'hui. En tout cas, pour l'instant, le marché est plutôt irrégulier, avec une majorité quand même de points de résistance. Le sujet qui préoccupe les conversations boursières aujourd'hui, c'est essentiellement la réaction des syndicats aux déclarations de M. Pompidou sur l'évolution du pouvoir d'achat. Les dirigeants des principales centrales syndicales ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec le président de la République et ils ont lancé une sorte d'avertissement pour bien souligner qu'ils auraient des revendications à faire valoir à la rentrée. Si bien que les boursiers s'interrogent un petit peu sur la façon dont se passera cette rentrée. Si les revendications sont brutales, le gouvernement risque d'être placé dans une situation un peu difficile parce que M. Valéry Giscard d'Estaing compte sur le ralentissement de la consommation pour bloquer à la rentrée la hausse des prix. Dans ces conditions, il sera très délicat pour le gouvernement d'accepter des hausses de salaire importantes qui risqueraient de relancer trop brutalement la consommation. La consommation, bien sûr, il faudra la relancer, mais si on ne veut pas remettre en cause le plan de stabilisation, il faudra que cette relance se fasse en douceur. Il y a donc là toute une partie qui sera difficile à jouer et dont on attendra les résultats. Les boursiers se préoccupent de la rentrée, ils se préoccupent aussi, je vous l'ai déjà dit hier, du traité germano-soviétique. Le marché des pays de l'Est est de plus en plus largement ouvert aux produits européens et les Russes sont très durs sur les prix et sur les conditions de crédit. Et quand on sait avec quelle facilité les Allemands ont enlevé à la France son rang de premier producteur de l'URSS sans traité particulier, on peut évidemment se demander ce qui se passera avec un traité. D'ailleurs, aujourd'hui, à la Bourse de Paris, les valeurs allemandes sont toutes en hausse. Donc, vous voyez, il y a des éléments de grande politique internationale à prendre en considération pour placer son argent, mais si ces spéculations économiques et financières vous paraissent trop compliquées pour le milieu du mois d'août, et que la gestion d'un portefeuille boursier vous semble une tâche surhumaine, je voudrais vous donner un élément de consolation. Le journal américain Herald Tribune vient de publier un article dans lequel il rapporte
qu'un organisme spécialisé aux États-Unis sur les sciences sociales a demandé à des professeurs d'université et à des experts de réaliser une étude sur les fonds de placement américains. Vous savez, ces fonds de placement dont on nous rebat les oreilles et dont on nous annonce régulièrement les performances exceptionnelles. Eh bien, ces fonds de placement qui sont gérés par des spécialistes, bien sûr, d'après les experts, leur taille, ni leurs dépenses de fonctionnement, ni la qualité précisément de leurs experts ne changent grand-chose à leur performance. Autrement dit, des petits fonds de rien du tout font parfois des performances plus importantes que des grands fonds gérés par des noms prestigieux des places financières américaines. D'autre part, disent les experts, les performances passées effectuées par un fonds ne signifient rien pour l'avenir. Autrement dit, ça ne sert à rien de considérer si un fonds a fait plus de 50% une année pour acheter l'année suivante. Et en conclusion, ces respectables professeurs et experts disent qu'au cours des 10 dernières années, un épargnant qui aurait placé son argent en achetant un nombre égal de toutes les actions cotées à New York, autrement dit, un épargnant qui aurait simplement suivi l'indice moyen des cours de la bourse de New York, aurait eu de meilleurs résultats qu'un épargnant qui aurait acheté des fonds de placement. C'est une belle leçon d'humilité pour tous les spécialistes et, je le suppose, une consolation pour vous si vous n'avez pas fait fortune en bourse au cours des 6 derniers mois. Vous savez que ces fonds de placement ont connu des succès considérables ces dernières années, qu'ils ont même complètement bouleversé les conditions de fonctionnement du marché de New York, et il n'est pas impossible que certains brokers américains aient été assez contents de voir publier ces résultats qui leur permettent d'affirmer qu'après tout, tout le monde peut gérer son portefeuille tranquillement et qu'il n'est pas indispensable de recourir aux fonds organisés. Les SICAV par rapport au cours de quinzaine, vous voyez qu'il y a une majorité d'effritement, mais bien sûr les SICAV n'enregistrent pas encore complètement la résistance de ces dernières séances. Elles sont un petit peu en retard dans leur réaction, et vous voyez il n'y a que 2 hauts. Sur le marché de l'or, il ne se passe pratiquement rien. Les écarts sont insignifiants. Simplement, le Napoléon doit gagner 40 centimes. Quant au marché des rentes, eh bien, le Pinet, lui, est ferme. Il gagne également 40 centimes à 159,30, je crois, au moment où je montais dans le studio. Maintenant, il est à 159,30, ça n'a pas changé, donc 40 centimes de plus pour le Pinet. Ici, la Bourse de Paris. À vous, France Guérité. Merci Michel Tardieu. Nous vous disons tous au revoir et vous souhaitons une très bonne journée.